Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire avec Opteven traitant de l'économie circulaire et plus particulièrement des PIEC, les pièces issues de l'économie circulaire, dont l'utilisation est vivement encouragée par les autorités depuis 2017. Pour ceux d'entre vous qui sont moins familiers de ce format, comme pour ceux qui nous suivent plus régulièrement, je rappelle que le chat est ouvert. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions, nous y répondrons au cours de nos débats. Selon une étude réalisée par Opteven et YouGov, 65% des automobilistes savent ce qu'est une PIEC, une pièce issue de l'économie circulaire provenant d'un échange standard, remise à neuf aux normes constructeurs, ou une pièce d'occasion prélevée sur un véhicule hors d'usage. 36% des propriétaires de véhicules déclarent avoir déjà utilisé des pièces issues de l'économie circulaire. Au cours de ce webinaire, nous allons donc voir ensemble comment Opteven et la filière de l'aftermarket s'engagent pour promouvoir, fournir et utiliser des pièces de qualité dans une logique d'économie circulaire et d'optimisation du budget des automobilistes, aujourd'hui serré. Pour alimenter ces débats, nous pouvons compter sur l'expertise de M. Albert Etienne, directeur général d'Opteven. Bonjour. Bonjour. M. Guillaume Cazenave, directeur marketing France d'Opteven. Bonjour. M. Julien Dubois, fondateur et président de Values et également président de la branche métier remanufacturing de Mobiliance. Bonjour. Mais aussi Sébastien Groine, coordinateur pièces et services après-vente du groupe Vauban. Bonjour à tous. Messieurs, entrons dans le vif du sujet de notre thème du jour. Je le soulignais donc en introduction, selon une étude que vous avez réalisée, donc Opteven avec YouGov, 65% des automobilistes savent ce qu'est une PIEC, mais des confusions peuvent encore subsister, d'autant que plusieurs appellations cohabitent. On parle parfois de pièces de réemploi, par exemple. Je vous propose, avant de commencer nos échanges, qu'on donne une définition de la PIEC, une définition qui servira justement à guider tout notre entretien. La PIEC, qu'est-ce que c'est ? Une pièce de réemploi, une pièce issue donc de l'économie circulaire, une pièce qui peut venir soit d'un centre de véhicules hors d'usage agréé par l'État, soit une pièce remise en état selon les spécifications du fabricant sous l'appellation échange standard ou remanufacturé. Julien, ma première question va être pour vous, vous qui représentez justement la branche métier remanufacturing de Mobiliance. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Alors oui, c'est la définition de la diversité de ce qu'il y a dans la pièce issue de l'économie circulaire, parce qu'effectivement ça va de la pièce d'occasion, pièce de réemploi, pièce reconditionnée, qui est donc cette pièce démontée par un déconstructeur agréé, un centre VHU, un casseur comme on les appelait il y a quelque temps, qui permet le réemploi de cette pièce sur un autre véhicule. Ça, j'allais dire, c'est la partie qu'on appelle vulgairement pièce d'occasion, et qui peut aussi s'appeler pièce de réemploi. Et puis la pièce remanufacturée, qu'on appelle aussi, il y a plein de jargon dans ce métier, c'est dingue, qu'on appelle aussi pièce d'échange standard, qui là, c'est ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire ces pièces qui sont récupérées, souvent dans les garages, qui ont déjà eu une première vie, et qui vont être remises à neuf, remises en état neuf, à 0 km, par des industriels dont c'est la spécialité, les remanufacturiers, et c'est ces industriels que la branche remanufacturing de Mobiliance, que je préside, représente aujourd'hui. Branche qui a été créée, rappelez-nous. On s'est créé en association d'abord, et puis on a rejoint Mobiliance il y a 2 ans maintenant. On est très très content d'avoir rejoint la grande famille. Très content d'ailleurs de rejoindre Mobiliance, qui représentait déjà l'économie circulaire par le métier des recycleurs, des centres VHU, qui sont représentés par Mobiliance depuis très très longtemps. Donc en intégrant le remanufacturing, aujourd'hui c'est vrai qu'on a la possibilité avec Mobiliance de parler au nom de l'ensemble de la filière de l'économie circulaire dans la pièce auto. Alors, merci pour cette définition complète. Alors, il est intéressant de noter que le degré de connaissance des conducteurs en la matière est assez égal, puisqu'on a globalement un conducteur sur 2 qui sait ou ne sait pas ce qu'est une pièce issue de l'économie circulaire. Albert, comment est-ce qu'on peut interpréter ce degré de connaissance ou de méconnaissance ? Écoutez, moi, je trouve que c'est pas si mal que ça, déjà, comme chiffre, 1 sur 2. Après, je ne sais pas si la notion globale ne cache pas en fait une méconnaissance par contre du type de pièces réparées ou reconditionnées ou autres. Dans l'esprit des gens, les pièces qu'on réutilise sont souvent des pièces qui viennent de casse, par exemple. Maintenant, est-ce que les gens savent que sur certaines pièces très particulières, on peut les remettre à l'état du neuf, les revendre avec une garantie d'une pièce neuve dans le même état? Ça, je ne sais pas. Maintenant, tout évolue. Les gens savent que ça existe, par exemple, sur les téléphones portables. Un portable reconditionné, tout le monde sait ce que c'est, ou on a peut-être déjà acheté. C'est que c'est vendu dans un état quasi neuf. Maintenant, pour les pièces automobiles, je pense que il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, quoi.
Alors on va rappeler également que si la notion d'économie circulaire est encore relativement récente, puisque ça a apparu au milieu des années 90 à peu près, son application concrète au secteur automobile l'est encore plus. En matière de PIEC, ça fait un peu moins de 10 ans que les distributeurs automobiles, alors concessionnaires essentiellement, mais aussi les réparateurs indépendants, ont l'obligation de proposer aux clients automobilistes donc, des devis de travaux incluant ces pièces-là. Je vais me tourner vers Sébastien. Est-ce que vos clients en après-vente sont familiers avec cette proposition, cette solution que sont les PIEC, et quelle est un peu leur réaction lorsque vous leur en parlez? Ils sont familiers avec une famille de PIEC qui est l'échange standard, parce que ça existe depuis très longtemps en France. Mais c'est vrai que spontanément, les clients ne viennent pas vers nous en nous demandant des pièces de l'économie circulaire. Ils y trouvent de l'intérêt sur la mécanique, parce que l'échange standard permet de baisser le coût des réparations. C'est une première motivation, qui est le coût, ça les intéresse. Et en carrosserie, ils vont également être intéressés, parce que souvent, on va leur permettre de sauver leur voiture pour éviter de dépasser la valeur résiduelle de la voiture. Et dans tous les cas, que ce soit la mécanique ou la carrosserie, les clients sont intéressés, en tout cas ils se mettent à s'intéresser quand ça permet de trouver une solution sur une pièce qui est indisponible par exemple, ou qui est même plus fabriquée. À l'instant, ça fait une petite dizaine d'années donc, que la PIEC rentre dans l'automobile, enfin, en tout cas est proposée. Julien, est-ce qu'on peut s'arrêter justement un petit peu sur les jalons réglementaires et comment on en est arrivé à cette proposition-là? Oui, alors, petite dizaine d'années, en réalité, la loi, elle date de 2017, applicabilité en 2019, donc on est plus près de 5 que de 10 ans, c'est quand même 6 ans à peu près que l'obligation existe. Obligation de proposer à l'automobiliste un devis incluant de la pièce issue de l'économie circulaire. Il y a un certain nombre d'exceptions, bien sûr, mais globalement, pour les prestations, on doit proposer, un garagiste, un réparateur, un concessionnaire doit proposer de la pièce issue de l'économie circulaire à son client. On a fait un baromètre avec Mobiliance qui montre que la prise en compte de cette réglementation, de cette obligation par les réparateurs, elle a pris un peu de temps, hein, on ne va pas se le cacher, mais elle s'accélère de manière extrêmement rapide ces derniers mois, dernières années. Il y a clairement, de manière vraiment très impressionnante dans les chiffres, une prise de conscience de la part des réparateurs de cette obligation et finalement, pour le dire plus positivement, de l'opportunité que représente la pièce issue de l'économie circulaire. Sébastien le disait sur l'échange standard. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'échange standard, ça fait 40 ans que ça existe. Hein. Tout le monde sait ce que c'est. Alors, un petit quand même, un petit commentaire, ce qui vient peut-être d'ailleurs alimenter le 65% de gens qui savent ce que c'est une PIEC, etc. Je pense que pendant des décennies, des années, on a proposé aux clients de l'échange standard sans véritablement leur expliquer que c'était une pièce issue de l'économie circulaire. C'était un moteur, par exemple, en échange standard, c'est un moteur moins cher, et voilà. Et on a fait l'économie de l'argumentaire, probablement parce que parfois c'était plutôt une source d'objection de la part du client qu'un argument, contrairement à aujourd'hui, où je pense que ça devient un argument marketing important. Voilà, ça peut expliquer ce sujet de notoriété chez les automobilistes. Alors la sémantique évolue, hein, vous le soulignez, et puis vous parliez de ce baromètre de Mobiliance. On y reviendra un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. Justement, il y a une étude du JIPA qui précise un petit peu la perception qu'ont les conducteurs de la PIEC. Et ce qui est intéressant, c'est que les termes employés par les sondés placent en tête souvent l'expression de pièce d'occasion, à 47%. Il y a l'occurrence de la pièce recyclée aussi qui ressort fortement, et de la pièce reconditionnée, enfin, c'est les trois termes les plus cités. Dans tous les cas, les conducteurs sondés s'accordent à dire et ont conscience que l'élément a déjà servi une première fois, mais ils n'arrivent pas forcément à savoir, à qualifier l'état dans lequel il sera monté par la suite, et comment justement il a été aussi prélevé, quelle a été sa précédente vie. Guillaume, par rapport à ça, comment comprendre ce raccourci par rapport à ces termes un petit peu différents, et éventuellement aussi lever les freins en matière d'utilisation des PIEC? Alors, on retrouve un peu le même sujet sur la voiture d'occasion qui finalement regroupe l'intégralité de tout ce qui peut exister en termes de préparation de voiture d'occasion. Dans la voiture d'occasion, on va voir aussi bien des voitures qui ont été préparées le plus sérieusement possible par des constructeurs, par des usines de reconditionnement, par les distributeurs, mais on va aussi avoir la voiture d'occasion qui est vendue en l'état en particulier. Et aujourd'hui, il n'y a pas de débat pour dire une voiture d'occasion, c'est une voiture d'occasion.
peu importe l'état. Donc peut-être que ça évoluera dans le temps parce que ça permettra aussi de valoriser les voitures d'occasion qui sont vendues par les professionnels. Mais sans doute qu'on aura ce travail-là à faire aussi sur le vocabulaire autour de la pièce, parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement compliqué de s'y retrouver entre la pièce d'occasion, une pièce qui est recyclée, reconditionnée. On a beaucoup de termes qui sont plus ou moins récents ou anciens et qui mériteraient aujourd'hui d'être rapprochés, ou en tout cas que tout le monde de la filière se mette d'accord sur les bons termes et qui correspondent aussi aux usages aujourd'hui des consommateurs. C'est ça qui permettra que tout le monde s'y retrouve et que ce soit un peu plus lisible pour tout le monde. Maintenant, après, sur les freins, on va le voir au fur et à mesure, mais bien sûr, ces pièces-là, elles ont, comme tout ce qui est occasion, on n'a pas la même appréhension de l'utilisation d'une pièce selon qu'on va toucher de la sécurité ou du confort ou des choses comme ça, mais on aura l'occasion, je pense, encore d'y revenir dans le webinaire. Alors Julien, justement, vous l'avez un petit peu évoqué précédemment, comment expliquer le fait qu'il y ait autant de termes aussi qui existent. Voilà, Guillaume prenait le parallèle avec le véhicule d'occasion, mais surtout une des grandes questions, c'est le cycle de la pièce justement avant sa deuxième vie. Est-ce que c'est une pièce réparée? Est-ce que c'est une pièce déjà utilisée? Là aussi, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un webinaire, une conférence, etc., on passe toujours 10 minutes sur les termes, sur ce sujet. Donc, ça prouve bien qu'il y a quand même un vrai problème de description. C'est aussi l'offre qui est en train de se structurer. Je veux dire, ce marché est en train de se structurer. Les réparateurs y ont de plus en plus recours. Les consommateurs y sont de moins en moins réticents. Donc, les choses sont en train de se constituer. La pièce d'occasion, qu'on appelle aussi pièce de réemploi, la pièce remanufacturée, qu'on appelle échange standard, ça, c'est de familles qui sont quand même globalement bien identifiées. Allez, pour rajouter à la complexité, j'en rajoute un troisième, c'est la réparation de pièces. Là, on n'est plus sur une pièce en elle-même, on est sur une prestation, typiquement dans l'électronique, et Dieu sait si les voitures d'aujourd'hui sont blindées d'électronique dans tous les sens. Quand vous avez un bloc ABS, un calculateur moteur, ou votre écran de GPS qui sont en rade ou abîmés, etc., votre voiture elle est plus vendable, etc., et puis il faut réparer. Plutôt que de remplacer par une pièce neuve, par un module électronique tout neuf, on a aujourd'hui, d'ailleurs en France, un très beau tissu d'électroniciens qui sont capables d'intervenir directement sur le module électronique, de le réparer et de le rendre fonctionnel à nouveau. C'est pas du 0 km, on ne revient pas sur c'est pas du remanufacturing, mais on revient à un état fonctionnel de la pièce. Vous voyez que je rajoute un peu de complexité à la complexité, et ça pour dire qu'il y a plusieurs niveaux dans l'économie circulaire. Dans le marché de l'automobile, comme dans tous les marchés, hein, soyons clairs, la pièce d'occasion, le produit d'occasion, c'est un produit de réemploi, vous le prenez tel qu'il est, vous le réutilisez dans son même usage, et puis le produit reconditionné, remanufacturé, réparé, il y a une intervention qui a été faite. Ce qui est très important pour le client final ou pour le réparateur dans notre cas, c'est que l'intervention qui a été faite, que ce soit du contrôle, du nettoyage, de la réparation, de la remise en état, soit expliquée, soit compris, soit normé, certifié, parce que c'est des industriels derrière. Donc il faut qu'on ait une connaissance en tant que client, en tant qu'acheteur, une connaissance fine, précise et en profondeur de ce qui a réellement été réalisé sur la pièce, et on s'y emploie dans la filière. Alors nous venons de parler de la perception qu'ont les conducteurs de ces pièces de réemploi en guise d'introduction et de leurs a priori également. Je vous propose de quitter le point de vue du consommateur pour regarder justement comment toute la filière s'est structurée en assez peu de temps d'ailleurs, comme vous le soulignez précédemment, Julien. Je vous rappelle également que vous pouvez poser des questions à nos experts invités via le chat, donc saisissez-vous de cette opportunité pour pouvoir compléter nos débats. On vient de rappeler donc le cadre réglementaire qui entoure l'utilisation des PIEC. Il est peut-être temps de dresser un petit peu un panorama de l'offre et de voir, au titre de vos responsabilités, Julien, de président de la branche remanufacturing de Mobiliance, un petit peu la profession, quelle est-elle, qui est-ce qu'elle regroupe. On parlait précédemment de véhicules hors d'usage et de centres de véhicules hors d'usage. Il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, alors je ne représente pas les centres VHU, mais juste pour vous en parler quand même 2 secondes, c'est 1700 centres VHU en France, hein, donc des centres qui sont tous agréés, hein, puisque c'est une profession qui travaille sous agrément préfectoral, qui a une mission notamment très importante de dépollution, hein, de gestion environnementale de la fin de vie des véhicules. Donc c'est un métier bien spécifique, un métier qui, vous l'avez dit, se structure. Hein, ça date pas de cette année, ça date pour un certain nombre d'acteurs de référence aujourd'hui sur le marché de nombreuses années. La France
est le seul pays aujourd'hui en Europe à avoir pris une réglementation dont on a parlé tout à l'heure, et donc pris en exemple d'ailleurs par les autres pays européens. C'est le marché aujourd'hui sur lequel il faut investir sur la pièce issue de l'économie circulaire. C'est là que ça se passe. Si on doit choisir un pays pour développer ce marché, c'est la France qu'il faut choisir. Donc ça, c'est sur la partie pièces d'occasion, je tenais à le dire, parce que c'est intéressant que les 1700 centres VHU aujourd'hui aient enclenché un vrai travail de structuration de leur métier, de leur contrôle de pièces, de leur démontage, de l'industrialisation de leurs processus et de leurs processus commerciaux également. Et puis à côté, vous avez le monde du remanufacturing, donc le monde des industriels qui remettent à neuf des moteurs, des boîtes de vitesse, des injecteurs, des alternateurs, des démarreurs, des pneumatiques, de l'électronique. J'inclus, on a une notion large de la famille du remanufacturing. Et ça, le profil moyen d'un membre de Mobiliance Remanufacturing, d'un industriel du remanufacturing, c'est une assez grande diversité, puisque vous avez aujourd'hui des toutes petites PME industrielles qui sont monoproduits, qui sont dans un territoire et qui travaillent sur l'injecteur, qui travaillent sur le moteur ou qui travaillent sur l'alternateur. Et puis vous avez des très grands groupes, et il faut les nommer aussi, des Valeo par exemple, même les constructeurs, Renault, Stellantis, qui, eux, depuis des décennies, font du remanufacturing sur les organes, on va dire, critiques de leurs véhicules pour les constructeurs, c'est les moteurs et les boîtes, et puis sur leurs propres produits, c'est le cas de Valeo depuis très longtemps, sur les machines tournantes ou sur les compresseurs de clim par exemple. Alors nous avons une première question d'internaute. Faut-il comprendre que la France est en avance sur la question des pièces ? Oui, bien sûr. Elle est en avance réglementaire, ça suffit pas, hein, mais c'est quand même à noter. Alors on est très très fort en France et très créatif pour la réglementation. Pour une fois, c'est une réglementation qui pousse dans le bon sens, c'est un point de vue, dans le bon sens vers une économie, vers la structuration d'une économie pour un abaissement global de l'empreinte environnementale. Il faudra qu'on reparle de l'empreinte environnementale parce qu'on n'a pas encore parlé, mais c'est évidemment fondamental dans la PIEC. Donc oui, la France, c'est le pays sur lequel cette réglementation qui pousse la demande a généré, et d'autres d'ailleurs qui poussent l'offre, depuis quelques mois, les centres VHU sont obligés par la loi de démonter des pièces pour réemploi. Ça n'était pas le cas auparavant. Donc toutes ces dispositions qui se mettent bout à bout poussent le sujet de la PIEC de manière très forte. Et la France est véritablement prise en exemple partout en Europe. La loi, ça génère du mouvement des grandes entreprises, ça génère de la structuration, ça solidifie des décisions d'investissement. Les entreprises, elles ont besoin d'être sereines sur l'avenir de leur environnement pour investir. Et aujourd'hui, il y a des très beaux centres VHU, des très très belles usines de déconstruction, j'ose le terme, qui sont sorties de terre, qui proposent aujourd'hui un niveau de qualité sur le marché incomparable. On l'évoquait aussi précédemment, enfin vous avez commencé à en parler, Julien. Mobiliance a publié la 3e édition du baromètre sur le déploiement de la pièce de l'économie circulaire dans les métiers de l'entretien et de la réparation. Il en ressort que les réparateurs en fait, sont favorables à 72% à la pose de PIEC, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ils la considèrent aussi comme une vraie solution quand la pièce neuve n'est pas disponible ou en rupture, ou encore comme un avantage concurrentiel et économique pour les utilisateurs, c'est-à-dire les automobilistes. Première question toute simple, quel commentaire apporter à ces résultats ? De l'enthousiasme. Quand je vois ça, le chiffre que vous voyez à l'écran ici, 72% des réparateurs interrogés se déclarent favorables à la pose de pièces issues de l'économie circulaire. Alors c'est écrit en tout petit ici, mais c'est 10 points de mieux que simplement 6 mois avant ce dernier baromètre. En 6 mois, 10 points de plus sur ceux qui se déclarent favorables. Je sais pas, moi j'ai une certaine expérience des sondages, etc. J'ai jamais vu de tels mouvements dans des études d'opinion aussi violents et courts. Donc ça veut dire qu'il y a à court terme, une vraie prise de conscience, des choses qui se sont passées. Si 10 points de plus se sont révélés favorables, c'est en partie parce que le marché parle depuis maintenant 2-3 ans de manière très forte de l'économie circulaire. C'est lié au fait que des grands acteurs, les constructeurs, en France, Renault et Stellantis en tête, ont parlé d'économie circulaire. Je me souviens, ils ont tous les deux, à une semaine d'intervalle, communiqué sur le sujet avant Equipoto 2022. C'était un gros sujet à l'époque. Valeo, aujourd'hui, une grande part de sa communication vers l'écosystème, c'est pour parler d'économie circulaire. Mobiliance, dans sa mobilisation et dans sa communication, parle en permanence d'économie circulaire par la voix de l'ensemble de ces métiers. Donc, tout ça pour dire que les réparateurs aujourd'hui, ils en entendent parler. Et puis, force est de constater, en tout cas j'ai la faiblesse de le penser, que les réparateurs sont de plus en plus convaincus par l'offre à laquelle ils accèdent, tout simplement. Quand on dit que le marché s'est structuré, que l'offre est en train de se structurer, que les producteurs
et les distributeurs, on pourra parler parce que je suis également distributeur de pièces issues de l'économie circulaire, structurent une offre qui correspond aux attentes des réparateurs, manifestement, ça les satisfait, ou en tout cas, ça les satisfait mieux que par le passé. C'est un très très bon mouvement. Je confirme qu'on a nous, dans notre environnement, dans nos partenaires, distributeurs, voitures d'occasion, réparateurs, une réception sur ces sujets-là qui est sans commune mesure avec il y a 2 ans, quand on a commencé à en parler de manière un peu plus précise à tous nos partenaires, même si c'est un petit moment qu'on travaillait le sujet. Et les chiffres qu'on voit à l'écran, avec cette croissance, correspondent tout à fait à la perception que l'on a et le niveau d'intérêt que peuvent éveiller les offres de garantie pas de mécanique que l'on déploie et qui prennent en compte les couvertures, le remplacement par des PIEC. C'est indéniable. Il y a des intérêts qui sont économiques derrière. Il y a des intérêts pour le remplacement, la réparation plutôt que le remplacement par le neuf. Il y a des choses qui évoluent très rapidement. Oui. Alors attention, il y a encore du boulot. C'est très bien, il faut voir les chiffres positifs. Et moi, s'il faut faire une auto-critique, ou en tout cas en toute humilité, on est en cours de structuration d'une offre. Il y a encore plein de choses à régler sur le fait. L'un des Values, ma boîte, qui distribue des pièces issues de l'économie circulaire, notre ambition depuis le départ, ça fait que 2 ans qu'on existe, c'est d'élever le niveau de jeu de la pièce issue de l'économie circulaire au niveau de la pièce neuve. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas convaincre les réparateurs de passer à la pièce d'occasion ou à la pièce remanufacturée si c'est au prix d'un moindre délai de livraison, enfin d'un délai de livraison plus élevé, d'un moindre niveau de service, d'une complexité bien sûr qualitative ou de traitement de la pièce. Donc c'est absolument clé de se structurer, mais le mouvement est en marche, et ce qui est intéressant, c'est que le mouvement de l'offre est en marche et que la demande suit. Et ça, c'est quand même également une très bonne nouvelle, parce que qui dit la demande qui suit, dit l'offre va continuer de se structurer et d'investir. Alors cette photographie va sûrement évoluer dans les prochains mois. Sébastien, vous, dans vos ateliers, l'utilisation des PIEC, alors en alternative à des pièces d'origine qui ne sont plus produites ou en rupture, puisque c'est un des items qui ressort fortement du baromètre, est-elle courante ? Oui, bien sûr, dans les ateliers du groupe Vauban, on va proposer de la PIEC lorsqu'on ne peut pas approvisionner la pièce d'origine. C'est même la principale indication aujourd'hui. Et c'est un phénomène qui s'est banalisé après le Covid, où on a connu une période où il y a eu beaucoup de pièces manquantes, notamment dans les pièces électroniques. Et les constructeurs ont développé beaucoup de nouveaux échanges standards, y compris sur des pièces qu'on ne connaissait pas autrefois. On a par exemple vu apparaître des calculateurs échange standard ou des vannes échange standard, et on peut même les utiliser aujourd'hui pour les interventions sous garantie. Donc oui, c'est tout à fait quelque chose qui s'est banalisé, qui est devenu tout à fait courant. Alors justement, si les distributeurs et les réparateurs sondés utilisent toujours plus de PIEC et sont prescripteurs en la matière, et s'accordent à mettre en avant leurs vertus, sur le plan économique, il y a peut-être des doutes qui peuvent encore subsister dans les ateliers. Julien, Sébastien, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la rentabilité des opérations après-vente en utilisant donc des PIEC ? La rentabilité des ateliers, pour le dire plus simplement, est-elle préservée ? Julien, tu veux démarrer ? En fait, le sujet de la rentabilité, il est juste fondamental, en fait. C'est-à-dire que on est en train de se dire tout à l'heure, les réparateurs sont de plus en plus conscients que c'est une alternative crédible. Et si en même temps vous vous dites, c'est super, tu fais gagner de l'argent à ton client et tu fais du bien pour l'environnement, mais par contre, c'est au prix d'une réduction par 2 de ta marge, ça ne marchera jamais, et c'est bien normal, je serai réparateur, je ferai la même chose. Or, ce qu'on constate tous les jours, et moi, au contact de mes clients chez Values, on le constate tous les jours, c'est que l'écart de prix entre la pièce issue de l'économie circulaire et la pièce neuve est tel qu'aujourd'hui, un réparateur peut, dans 99% des cas, maintenir sa marge, je parle bien de sa marge en euros, pas sa marge en pourcentage, c'est trop facile, sa marge en euros, il peut maintenir sa marge, bien souvent, par rapport de la marge qu'il aurait faite sur la pièce neuve en passant à la pièce issue de l'économie circulaire. Ce faisant, il offre une économie très substantielle à son client tout en maintenant sa marge en euros. Et ça me paraît absolument fondamental si on veut que se démocratise la pièce issue de l'économie circulaire auprès des réparateurs. Je ne sais pas si Sébastien peut témoigner ou au contraire, d'ailleurs... Infirmer. Peut confirmer ou au contraire confirmer. Alors,
Merci Julien. Pour ce qui concerne l'échange standard, alors je suis obligé d'infirmer ce que vous dites parce que sur l'échange standard, dans nos achats constructeurs, même si on a le même niveau de remise, le même pourcentage de remise sur un moteur échange standard que sur un moteur neuf, comme la pièce a un tarif plus faible, forcément en termes de contribution, en marge, en euros, c'est forcément plus faible. Pour la pièce d'occasion qu'on utilise surtout en carrosserie, c'est plus difficile à calculer parce que même en achetant très bien les pièces, et on essaie de très bien les acheter d'occasion, il y a quand même des coûts indirects qui sont spécifiques. Donc typiquement le coût de mise en œuvre d'une pièce d'occasion, quand on doit redresser la porte ou simplement la déshabiller pour enlever le lève-vite, le garnissage, etc. La rentabilité de l'opération va tenir à la qualité de la négociation avec l'expert. Et là, forcément, il y a des différences importantes. Sachant que dans les deux cas, que ce soit en mécanique, en échange standard ou en pièces de réemploi sur la carrosserie, dans les deux cas, il y a un surcoût administratif qui est incontournable, puisqu'on gère le retour d'une pièce, on gère éventuellement le coût d'une carcasse, et ça demande beaucoup de vigilance et des nouvelles compétences pour être sûr de récupérer l'argent qu'on a versé au départ pour la consigne. Donc, difficile de faire un bilan économique, mais de toute façon, il y a une nécessité à aller dans cette voie-là. Donc, à nous de faire en sorte que ce soit le plus rentable possible. Ça demande aussi peut-être plus de temps, non, Sébastien? Alors, oui, ça peut demander du temps pour chercher les pièces, parce que on peut mettre plusieurs coups de fil ou naviguer sur plusieurs sites internet pour finalement trouver la pièce. Il y a plus d'aléas par rapport à l'état de la pièce, forcément. Donc oui, en termes de temps administratif, c'est plus coûteux que de cliquer sur un catalogue, d'avoir une pièce neuve. On le voit très bien quand on commande une pièce sur Amazon, on clique, on l'a 4 heures plus tard, on sait exactement ce qu'on a. Là, il y a un peu plus de surprise et de temps à passer. Il y a peut-être une notion de qualité qui est aussi différente. Alors, je peux témoigner d'ailleurs sur ce sujet, puisque donc Values, qui existe depuis 2 ans, se donne comme mission de répondre à ce que Sébastien vient de décrire, c'est-à-dire cette nécessité de trouver la pièce dont on a besoin. Donc on a développé un site qui mutualise bien sûr des stocks existants chez des constructeurs de qualité, donc avec un filtrage qualitatif très important en amont pour que les pièces soient connues, avec des descriptions, des photos des pièces, de manière à ce que l'acheteur puisse acheter une pièce en connaissance de cause. Quand on parle d'une pièce d'occasion, c'est une pièce qui a un vécu, qui a peut-être des défauts. Il faut que ces défauts soient connus de manière extrêmement précise sur base de photos avant l'achat par le réparateur, précisément pour être capable, avant même l'achat, de chiffrer le travail qu'il y a à faire et de négocier avec l'expert sur une base extrêmement concrète la prise en charge par la compagnie d'assurance. Et puis, ce qu'on a également développé chez Values, en complément de cette offre disponible directement sur le site, c'est ce qu'on appelle chez nous la conciergerie, qui permet, si la pièce n'est pas disponible, à un réparateur de lancer une demande. Et là, c'est les personnes de chez Values, les experts de chez Values, qui vont faire des recherches à leur place. Donc la recherche complexe, d'aller faire plein de coups de fil et plein de sites internet dont parlait Sébastien à ce moment-là, il y a quelques instants, on la réalise en délégation et on apporte, dans les 24 heures, c'est notre engagement, une proposition au réparateur. Donc on essaie de répondre à ces sujets qui sont des vrais sujets, qui viennent d'être décrits, d'accessibilité à une offre disponible de qualité dans la pièce issue de l'économie circulaire. Alors en ces temps aussi où le pouvoir d'achat donc, des ménages s'est réduit, les automobilistes ont tendance à conserver plus longtemps leur véhicule, le parc roulant vieillit aussi, et le besoin en pièces moins récentes et meilleur marché risque de s'accroître. Guillaume, les PIEC justement sont-elles un bon moyen d'accompagner ce vieillissement du parc auto? Oui, clairement. Alors aujourd'hui, le parc, il est en moyenne, il a 11 ans à peu près. Alors il y a 2 éléments qu'il faut avoir en tête, c'est que pour les professionnels de l'auto, l'âge moyen du véhicule augmente, mais l'âge moyen des véhicules d'occasion vendus par les professionnels augmente encore plus vite. Parce que le véhicule d'occasion est un marché qui se professionnalise, que les voitures vieillissant, que les consommateurs ont besoin aussi d'être rassurés, donc ils ont aussi plus tendance à se tourner vers un professionnel pour acquérir leur voiture d'occasion.
Et donc, ces voitures coûtent un peu moins cher, elles ont les mêmes pannes. Le professionnel, lui, a des obligations, il est soumis à la garantie légale de conformité. Donc, lorsqu'il a des opérations à faire sur des voitures qui valent peut-être 20, 30 ou 40% de moins qu'il y a 5, 6, 8 ou même 10 ans, forcément, il doit trouver des solutions pour que la voiture soit encore réparable. Ce qu'on a mis à l'écran, là, c'est un exemple sur une berline de prix moyen de panne qu'on peut avoir. Alors on voit que, bon, logiquement, ça augmente avec le temps. On voit que, passé 10 ans, on peut avoir des inflations. Alors c'est pas l'inflation du coût de la pièce, hein, c'est l'inflation liée au type de panne qui arrive, qui peut augmenter. On voit notamment que le bloc moteur, qui dans ce cas-là, on l'a plutôt après 10 ans, forcément, il coûte plus cher que la pompe à eau qui est au début. Et donc forcément, avec des pannes qui coûtent plus cher et des voitures qui ont une valeur qui est plus faible, il faut avoir des solutions pour être capable de réparer ces voitures et pas juste indemniser le conducteur qui lui devra retrouver une voiture. Et là, l'économie circulaire a son rôle à jouer. Nous, on a un exemple, hein, c'est quelque chose qu'on pratique depuis plusieurs années de manière plus intensive, enfin plus prononcée en tout cas depuis 15 mois maintenant. On a un exemple sur un Mini Countryman qui avait 10 ans, c'était une voiture qui était de 2015. Sur le marché de l'occasion, aujourd'hui, un Mini Countryman, ça vaut 15 000 euros à peu près. Et cette voiture-là, elle a eu un problème, on a dû changer le moteur et d'autres pièces à côté. On avait un devis qui nous est remonté du réparateur qui était de l'ordre de 14 000 euros. Donc à 14 000 euros, normalement, vous faites un chèque et vous dites de la valeur vénale, hein, qui n'est pas de 14 000 euros, et le conducteur, lui, repart et va essayer de retrouver la même voiture. Donc ça a ses limites. Et donc là, on a utilisé notamment la solution de Values qu'on utilise en partenaire. Et on a été rechercher des moteurs avec la conciergerie et qui nous a permis de trouver un moteur et de faire baisser le coût des réparations pour revenir à un niveau acceptable qui sorte la voiture de son seuil économiquement irréparable. Et donc le conducteur, au final, alors, on a réglé près de 10 000 euros de réparation, mais le conducteur est reparti avec sa voiture et tout le monde était gagnant finalement. C'est-à-dire que le réparateur a pu faire son opération, le conducteur est reparti content, et nous on a pu rendre la promesse qui était de réparer la voiture. Et donner une deuxième vie à un organe. Le tout avec un moteur, sur ce cas précis, qui est un moteur en échange standard, un moteur remanufacturé. Donc on n'est pas en train de parler de passer d'un moteur échange standard 0 km à un moteur d'occasion. Hein. Tout ça, ce que vient de décrire Guillaume, c'est sans compromis sur la qualité ou la typologie de la pièce. Sébastien, dans vos ateliers, vous voyez plutôt des véhicules moins récents, justement, qui ont besoin de pieds. Comment ça se passe un petit peu chez vous ? Alors, en fait, à partir du moment où on considère que le client va aller vers la PIEC pour trouver des réparations moins chères, c'est sa motivation principale, il se trouve qu'il va d'abord certainement chercher des ateliers qui pratiquent des main-d'œuvre plus faible valeur. Quand on cherche des économies sur des réparations, c'est logique de chercher de la main-d'œuvre à 50 ou 60 euros ou 70. Quand on est concessionnaire en région parisienne, on est souvent au-delà de 100 euros hors taxe. Donc, des voitures très anciennes qui viendraient chez nous pour trouver de la pièce d'occasion, ce n'est pas une clientèle qu'on voit habituellement. Ceci étant, on a parfois des clients qui sont très attachés à leur voiture, qu'ils suivent depuis longtemps chez nous, et même quand la réparation devient déraisonnable parfois, ils aiment quand même avoir une solution qui leur permette de repartir avec leur voiture, parce que c'est leur voiture, et peu importe le coût de la réparation. Les pièces les plus recherchées. On est sur de la mécanique, on est sur de la carrosserie. Qu'est-ce qui ressort comme demande ? Pour revenir sur l'exemple précédent, peut-être que quand on est dans le cas d'une pièce, une opération qui est très chère, on a l'exemple de 15 000 euros, et que nous, on pense qu'il y a une alternative moins chère avec la PIEC qui permet de faire économiser quelques milliers d'euros à tout le monde, et qui a ce sujet aussi de la marge du réparateur. C'est une discussion qu'on essaye d'avoir avec tout le monde, le réparateur, nous, parfois le client aussi, parce que souvent il y a une valeur vénale d'une voiture qu'il ne faut pas dépasser. On essaye d'arbitrer un peu sur les prises en charge de main-d'œuvre aussi, pour équilibrer la marge du réparateur et que celle-ci soit préservée, dans le but de trouver une solution. Ça ne marche pas tout le temps, mais souvent c'est quand même la démarche que l'on arrive à mettre en place. Après, sur les pièces qui fonctionnent, on
on a globalement tout ce qui va toucher les alternateurs, les démarreurs, les moteurs, les boîtes de vitesse. Ne sont pas concernés tout ce qui touche à la sécurité en général. Déjà le client, déjà il veut pas parce qu'il ça lui autant il est d'accord sur le principe de la pièce de réemploi, mais dès qu'on touche à ce qui est pour lui La perception change. La perception de la sécurité, ça change dans tout ce qui est lié au freinage par exemple. C'est pas le sujet, mais sur tout le reste c'est on va dire éligible. Et de plus en plus sur les pièces électroniques également. On en parlait, enfin Julien le mentionnait tout à l'heure. On a aussi des pièces auxquelles on ne pense pas, comme par exemple, j'ai en tête les réservoirs AdBlue, voilà, qui peuvent être reconditionnés, remis en état, je ne sais pas quel terme on peut employer, mais qui permettent d'apporter une solution pour le coup bien moins onéreuse que la pièce neuve, quoi. Et qui ont été très recherchés Oui, il y a voilà. quelques temps. Après, il y a des effets un peu... Des effets de mode. Des effets conjoncturels, on va dire. Oui, ce qu'on peut rajouter par rapport à ça aussi, c'est que nous, quand on regarde notre top panne aujourd'hui, si on prend les 10 pannes les plus courantes chez Opteven qu'on est amené à prendre en charge en garantie, on parlait de filière tout à l'heure. Aujourd'hui, en face de chaque panne, on n'a pas encore une filière structurée capable de fournir chacune de ces pièces-là. Donc demain, ce sera un des enjeux aussi. Alors c'est des pièces qui valent peut-être un peu moins cher, qui sont sans doute un peu plus complexes à travailler. Mais de notre point de vue, si on veut arriver à pousser, effectivement, il va falloir être capable en tout cas que la filière se structure suffisamment pour que là où il y a du volume et de la demande, parce que les voitures tombent en panne sur ces pièces-là, on soit capable de les traiter. Ça fait effectivement partie encore des quelques freins à lever pour la filière. Sachant pardon, juste pour compléter, il n'y a pas de limite aujourd'hui réglementaire à l'utilisation en économie circulaire de pièces. Il n'y a aucun texte qui interdirait, par exemple, l'utilisation en occasion de pièces de sécurité. Oui, c'est important de le dire, parce qu'on entend ça parfois sur le marché. Juste pour le faire court, la loi de 2017, elle oblige le réparateur à proposer une pièce issue de l'économie circulaire, sauf pour tels et tels éléments, dont les éléments de sécurité. C'est une obligation, sauf. Donc on n'est pas obligé de proposer des pièces de sécurité en économie circulaire, ce qui ne veut pas dire que c'est interdit à la vente. Moi, je parlais de perception du. Oui, non, mais complètement. On est tout à fait d'accord, et c'est la Ouais. perception. Mais c'est intéressant quand même de se le rappeler. Et ça rebondit sur ce que disait Guillaume, c'est-à-dire que en fait, l'économie circulaire n'a guère de limite dans son champ d'activité. Sa limite finalement aujourd'hui, c'est plutôt lié au prix de la pièce. C'est-à-dire qu'une pièce qui va valoir neuf, moins de 50 euros, moins de 60 euros, en fait, vous n'avez pas la place de mettre un process soit de déconstruction, soit encore pire de remanufacturing, la place économique. Donc c'est presque ça aujourd'hui la vraie limite au développement de l'économie circulaire. Sébastien, est-ce que vous identifiez encore d'autres limites dans votre quotidien ? Les limites dans le quotidien, ce sont surtout des limites pratiques, puisque l'approvisionnement d'une pièce qui par nature est unique, ça crée des aléas dans l'approvisionnement. Est-ce qu'on va l'avoir rapidement ? Dans la qualité, est-ce qu'elle sera en meilleur état que la pièce qu'elle est supposée remplacer ? Parfois, on a des surprises. Est-ce que simplement elle sera compatible avec le véhicule ? Ça pose la question aussi du référencement et de la précision. Par rapport à certaines pièces, il y a aussi un côté pratique qui est lié à l'obligation de résultat. En tant que professionnel, on monte une pièce, il faut que la voiture fonctionne avec cette nouvelle pièce. Et il y a des pièces dont on ne peut pas être sûr du fonctionnement jusqu'au moment où on va la monter et au moment où on va essayer de faire démarrer le véhicule. Et puis, il y a une chose qui est un petit peu propre à l'économie circulaire, c'est que ça allonge le temps d'immobilisation, parce que tous ces aléas, le temps de rechercher, font que le véhicule va attendre, et s'il n'est pas roulant, il reste sur place. Souvent, l'économie circulaire demande de la patience. C'est un petit peu à contre-courant, on veut que tout aille vite, mais l'économie circulaire demande un peu de patience. Et effectivement, les acteurs doivent progresser de ce point de vue pour atteindre le niveau de qualité de la pièce neuve, de qualité et de service. Comme Sébastien le disait, le délai de livraison, la qualité de la pièce à l'arrivée, c'est absolument fondamental. D'ailleurs, j'attire l'attention également sur la garantie. J'engage tous les réparateurs qui souhaitent commander des pièces issues de l'économie circulaire à s'assurer auprès du vendeur qu'il bénéficie bien d'une garantie, et de quelle garantie, quel est son contenu sur la pièce.
puisqu'elles doivent, bien sûr, intégrer une garantie de la part du distributeur. Alors je vous propose maintenant de quitter le marché français et d'aller voir comment la PIEC est travaillée par nos voisins européens. On l'abordait un petit peu tout à l'heure en disant que la France était en avance sur d'autres pays, mais des choses existent au-delà de nos frontières, puisque la notion d'économie circulaire n'est pas du tout un sujet franco-français. Albert, chez Opteven, le sujet justement est abordé et adressé plus particulièrement en Italie, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En fait, c'est très récent. On a on a deux démarches en fait chez nous depuis 2 ans environ. On travaille pour développer des offres intégrant l'économie circulaire sur le marché français. Et on travaille d'ailleurs dans ce cadre-là avec Values qui nous donne accès à tout son réseau de fournisseurs, de fabricants de pièces, et donc qui fait ce travail de sélection pour nous. Donc ça, c'est une approche que l'on a en France. Et on regarde le sujet sous un autre angle en Italie depuis peu. On a fait une acquisition d'une société il y a quelques semaines qui alors fait au départ le même métier que nous, qui est la gestion de contrats de garantie, pas de mécanique, mais qui a également une activité de réparation de pièces et de remise en état. Voilà, donc il y a tout un catalogue de pièces différentes qui existent et qui sont utilisées en fait dans le cadre de la réparation, qui sont des pièces qui sont sous garantie par la société qu'on a rachetée. Donc par exemple, parmi les pièces, il y a le réservoir à des Blue, donc, que je citais, fait partie du catalogue, mais on va avoir aussi des boîtes de vitesse ou certains moteurs ou autres. Donc c'est une autre manière d'aborder le sujet, mais c'est sûr qu'en France, ça me paraît pour le moment plus avancé, du moins le marché mieux structuré que dans d'autres pays sur ce que l'on a pu voir, mais je pense que c'est que le début, quoi. Que le début. Voilà, ouais, et entre la France et l'Italie, sur les recherches de pièces, est-ce qu'on observe des choses particulières ou pas forcément? Non, c'est une question de... On n'a pas assez d'expérience sur l'Italie. Nous, pour le moment, c'est uniquement via cette société dont on vient de faire l'acquisition et son catalogue de pièces. En France, Values nous donne accès à un champ qui est très large. Voilà. On remarque effectivement des similitudes. Le podium n'est pas tout à fait pareil. Le podium n'est pas tout à fait le même, mais après, quand même. Julien a raison, c'est aussi les pièces les plus chères qui sont d'abord les plus intéressantes parce qu'elles permettent d'absorber l'ensemble de la chaîne de valeur. Hein. Alors plus largement encore, si on revient sur la thématique de l'économie circulaire, Guillaume, justement, l'engagement d'Opteven en la matière, c'est une nouvelle promesse client. C'est une nouvelle promesse client. Alors, nous, ce qu'on a bien compris dans les discussions avec la filière, avec les réparateurs, c'est que tout le monde a des freins, les réparateurs en premier, parce que c'est eux les premiers promoteurs de la pièce issue de l'économie circulaire, même si, au travers des offres, et les consommateurs seront de plus en plus demandeurs. Mais au travers des démarches que l'on a, on sent qu'il y a un besoin de réassurance et de lever les différents freins. Donc, le premier frein, on l'a évoqué, c'est effectivement de préserver la marge du réparateur. Et ça nous permet, nous aussi, de contenir, de maîtriser l'évolution des coûts de garantie, hein, parce que nous, on a quand même une inflation sur le coût des pièces et des pannes chez nous qui est de l'ordre de 65% en 5 ans quand même, donc c'est quand même assez important. Et donc, il faut qu'on maintienne des coûts de garantie qui restent acceptables et qu'on partage la chaîne de valeur avec les distributeurs. Et donc, nous, il y a le sujet de l'attractivité, de livraison, c'est-à-dire tout c'est lié à la logistique. Il faut que ce soit fluide, il faut que ça marche, donc il faut que les pièces arrivent dans un délai qui est raisonnable, que la voiture ne reste pas immobilisée longtemps dans l'atelier. Il faut que les pièces soient garanties. On parle de 12 mois minimum, hein, mais sur la garantie, c'est pas garantir que la pièce, c'est-à-dire que le réparateur, s'il a un problème sur la pièce, si on garantit que la pièce, c'est peut-être pas suffisant, parce que lui, il repasse du temps à démonter, à renvoyer la pièce, à revenir, donc il va consommer de la main-d'œuvre aussi sur ça. Donc ça, c'est ce qu'on travaille nous dans ce SAV, donc Values a travaillé cette partie-là, et nous, on veut offrir le même niveau de service de garantie. Les pièces, il faut qu'elles soient certifiées, il faut qu'elles soient tracées. C'est important parce qu'il y a aussi des pièces qu'on ne va pas utiliser selon le kilométrage de la voiture, selon le type d'énergie. Une même pièce ne va pas être utilisée dans les mêmes conditions. Et puis, nous, voilà, dans l'objectif, une des promesses, c'est d'aider les groupes de distribution auto
à atteindre leurs objectifs qui arrivent avec les sujets de CSRD et autres, qui vont les amener à travailler de mieux en mieux ce sujet. Donc ça, c'est la partie réparateur. Mais après, c'est aussi il faut qu'il y ait un bénéfice pour le consommateur. Si finalement c'est que la filière qui l'utilise et que le conducteur n'en voit pas l'intérêt, il ne sera pas promoteur. Et nous, par exemple, dans l'exemple où nous, on prend en charge les réparations, on préférera pousser à insister pour qu'on ait du neuf qui soit pris en charge plutôt que de l'économie circulaire. Donc, nous, on parlait de l'âge des voitures. Nous, c'est un levier qu'on estime important pour qu'on puisse couvrir déjà les voitures qui vont être de plus en plus vieilles, mais qui sont aussi de plus en plus complexes, de plus en plus équipées. Et donc, jusqu'à il y a 5-10 ans, on avait un produit qui était la moteur boîte-pont, qui a tendance aujourd'hui à disparaître. Donc, il faut que le niveau de couverture que l'on propose, il puisse accompagner le vieillissement des voitures d'occasion et l'âge de ces véhicules. Donc voilà un peu la promesse sur laquelle nous on veut aller. D'abord sur du retail sur une marque qu'on a qui s'appelle Garantie M, mais aussi être capable de l'intégrer plus largement au global d'Opteven. Alors justement, Albert, chez Opteven, l'économie circulaire ne tourne pas qu'autour de la PIEC. Quels sont vos autres engagements et quel objectif est-ce que vous fixez? En fait, on a une politique RSE qui... si on regarde le marché sur lequel on adresse, qui est le marché de véhicules d'occasion, on a deux côtés, deux angles diamétralement opposés. À la fois, on a des voitures très technologiques, électriques, qui arrivent sur le marché de l'occasion, en petite quantité pour le moment, mais on va dire que la tendance est enclenchée, avec des pannes spécifiques, des besoins clients spécifiques. Et on a à l'autre extrémité du marché un vieillissement du parc. Guillaume en parlait, avec des voitures plus âgées, plus kilométrées, moins chères, qui correspondent à une réalité économique et au pouvoir d'achat des gens, qui reflètent aussi le dynamisme finalement du marché VO par rapport à un marché de véhicules neufs qui est un peu en souffrance pour des problèmes d'accessibilité du prix. Et donc on a sur ces véhicules-là, en fait, aussi nous un devoir de travailler sur la prolongation de la vie des véhicules d'occasion, à la fois en proposant des contrats d'entretien sur ces voitures-là qui soient accessibles en prix pour pouvoir prolonger leur vie, les maintenir en bon état, et également pouvoir donner accès aux clients à des offres de services, à des contrats de garantie qui soient dans des conditions accessibles, qui leur permettent d'acheter ces véhicules. Et pour ça, il faut que les réparations soient à des prix qui soient contenus. Et donc la PIEC est une solution. Comme pour le véhicule électrique, nous on a comme vocation de favoriser l'électrification du parc, je parle de l'autre extrémité du marché, et aussi en même temps de favoriser la PIEC, parce que finalement la réparation de la batterie, c'est une solution d'avenir plutôt que le remplacement, parce qu'on arrive maintenant avec les premières voitures d'occasion électriques à des besoins de couverture de garantie de la batterie. On a une offre qu'on a sortie récemment qui permet de rassurer le client final, comme le distributeur qui vend la voiture d'occasion électrique, et qui permet de couvrir la batterie après la garantie du constructeur. Mais tout ça, ça passe par des solutions de réparation. Donc la PIEC, elle est bien au centre de ce marché VO, quel que soit l'angle par lequel on le prend. Et puis globalement, on a, nous, dans notre stratégie RSE, une volonté qui est de décarboner, en fait, de favoriser toute l'activité de nos prestataires et vers la décarbonation. Et globalement de favoriser tout ce qui est économie circulaire dans notre écosystème. Donc la PIEC est centrale là-dedans. Et la décarbonation, si je puis me permettre de rebondir, la décarbonation, évidemment, c'est essentiel. Ça rentre dans les nouvelles prérogatives des entreprises liées, Guillaume y faisait référence à la CSRD, voilà. Sûr, et au fait que les grandes entreprises, pour l'instant les grosses boîtes cotées, mais de plus en plus, demain les groupes comme Vauban, comme Opteven, etc., vont devoir reporter, publier leur trajectoire de décarbonation. Donc ça veut dire des indicateurs. Ça veut dire être capable de dire de manière précise, on a réalisé telle économie carbone, on a évité telles émissions. Nous, chez Values, par exemple, on a intégré nativement un indicateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque commande, à chaque mois pour un client, chaque année, on est en mesure de fournir cette donnée.
vos commandes sur Values vous ont permis d'éviter l'émission de X tonnes de CO2. C'est une donnée qui n'est pas sortie comme ça sur un coin de table, c'est quelque chose d'extrêmement scientifique et surtout qui est auditable, productible par nos clients dans leur rapport de durabilité. C'est un peu repoussé, c'est SRD dans le temps, mais le sens de l'histoire, il est enclenché. Oui. Et c'est un point très important. Moi, je me réjouis de voir des acteurs très importants comme Opteven, je veux dire, embarquer cette mission de manière volontaire, de manière aussi forte dans les axes stratégiques de l'entreprise. Pour conclure presque, Albert, vous étiez justement un petit peu sur les objectifs RSE d'Opteven et donc cette décarbonation des activités. Je vois 2 objectifs qui apparaissent, 50% donc des dossiers éligibles traités avec des PIEC d'ici 2030, 100% des nouvelles offres intégrant des PIEC d'ici à 2030. Cette trajectoire-là... elle est ambitieuse, hein, donc, elle est ambitieuse. Mais on travaille pour. En fait, on voudrait, nous, en tant que... Donc, nous, finalement, on fournit des contrats garantis pour couvrir les pannes mécaniques, comme les assureurs dommages classiques couvrent les réparations sur la carrosserie. Nous, on couvre les pannes mécaniques et on voudrait être le partenaire qui pousse, en fait, ce marché vers la PIEC. Aujourd'hui, les assureurs pour la carrosserie arrivent à 15-20%, peut-être des prises en charge qui ont au moins une pièce de réemploi sur ce qu'on a démarré, nous, depuis quelque temps. Guillaume parlait de notre activité sur une de nos marques là, qui est Garantie M. On arrive à faire à peu près 10% de nos prises en charge ce qui est éligible avec une PIEC. L'ambition, qui est à l'écran, c'est qu'à horizon quelques années, 2030, on ait une intervention sur 2 sur laquelle on arrive à proposer, à fournir, à payer une pièce issue de l'économie circulaire. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a l'autre point qui est la capacité d'influence que l'on veut avoir auprès de tous nos partenaires. Nous travaillons en général, souvent en marque blanche, c'est-à-dire qu'on travaille pour des constructeurs, pour des sociétés de financement, pour des assureurs, pour des banques, pour des groupes de distribution sous leur marque. Et souvent, on répond à des appels d'offres, des cahiers des charges, on nous demande des propositions en nous indiquant certaines prestations à mettre en œuvre. Et bien, on veut maintenant proposer systématiquement une alternative à tous ces partenaires qui nous contacteront en disant, certes, vous voulez un service de ce type-là, pas de problème, on pourrait le faire, mais on vous conseille de faire différemment pour telle et telle raison, et notamment la réduction de l'empreinte carbone. Économie circulaire et pouvoir d'achat, la PIEC, nouvelle alliée des distributeurs automobiles. Nous venons de voir un petit peu les jalons qui ont été posés ces dernières années et la manière dont chacun s'empare de ces thématiques. Merci messieurs pour votre expertise et ces échanges. Albert Etienne, merci. Guillaume Cazenave, Julien Dubois et Sébastien Groine. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce webinaire est à présent terminé.